Alors, bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Donc, après avoir abordé le premier chapitre portant sur une introduction générale à la comptabilité, bien sûr, on va donner une définition à la comptabilité, en fait, plusieurs définitions. Puis, on a abordé le deuxième chapitre portant sur le plan comptable. Donc, aujourd'hui, on va aborder un troisième chapitre, bien sûr, chapitre 3, portant sur le bilan. Alors, on fait chapitre 3, le bilan. Chapitre 3, le bilan. Alors, bien sûr, on commence bien sûr par la question fameuse, c'est quoi un bilan? Donc, normalement, par définition, on m'a dit que la comptabilité, c'est l'enregistrement de toutes les opérations faites par l'entreprise. La comptabilité est un système d'information qui permet à l'entreprise d'enregistrer toutes les opérations faites par l'entreprise dans une période donnée. Donc, le bilan, tout simplement, c'est la situation de l'entreprise dans une période donnée. En bref, le bilan, c'est l'image, ou bien c'est la photographie de l'entreprise dans une période donnée. Le bilan, c'est la photographie de l'entreprise dans une période donnée. Donc, le bilan, c'est vraiment, c'est comme une photo, bien sûr, prise par l'entreprise dans une période donnée. Donc, le bilan reflète l'image de l'entreprise dans une période donnée. Et le bilan se compose des actifs, et les actifs, normalement, sont considérés comme des emplois provisoires, et les passifs, également, sont considérés comme des ressources provisoires. Donc, on note le bilan, c'est la photographie. Le bilan, c'est la photographie. Le bilan, c'est la photographie. Le bilan, c'est la photographie de la situation dans l'entreprise dans une période donnée. C'est par exemple, c'est comme une photo prise par un étudiant dans un lieu bien déterminé, dans une situation bien déterminée. Donc le bilan reflète quoi? L'image dans l'entreprise dans une période donnée. Donc le bilan, c'est l'image dans l'entreprise dans une période donnée. Alors normalement, lorsqu'on parle de bilan, on parle de ce qu'on appelle un compte de situation. Le bilan, voilà, le bilan est un compte de situation. Le bilan est un compte de situation. À partir du bilan, on peut déterminer deux situations. Il y a la situation patrimoniale, et il y a la situation financière. Deux situations. Donc le bilan est un compte de situation. Le bilan est un état de synthèse qui reflète la situation patrimoniale et financière de l'entreprise. Patrimoniale, en fait, c'est l'ensemble, bien sûr, des avoirs et dettes dans l'entreprise. Financière, c'est normalement représenté par sa trésorerie. Donc, le bilan, c'est un état de synthèse de situation qui reflète la situation patrimoniale, ce que possède l'entreprise. Par exemple, l'entreprise a un camion, l'entreprise a des terrains, l'entreprise a des bâtiments, et également, l'entreprise a des dettes. Par exemple, des emprunts bancaires, du capital, etc. Donc, puis, la situation financière. Lorsqu'on parle de la situation financière, généralement, on parle de la trésorerie active et la trésorerie passive. Donc, le bilan, c'est un compte de situation. De la situation patrimoniale et la situation financière dans l'entreprise dans une période donnée. On note, le bilan est un état de synthèse. Le bilan est un état de synthèse. C'est quoi état de synthèse? Tout simplement, c'est un état normalement de la fin d'année. C'est un document de fin d'année. Et normalement, les documents de fin d'année, l'entreprise doit les déposer chez l'État. Vous avez compris ou pas? Parce que l'objectif principal de la comptabilité, c'est de déterminer l'impôt à verser à l'État. Il y a un impôt à verser à l'État. Et bien sûr, après avoir déterminé l'impôt à verser à l'État, bien sûr, l'entreprise est obligée de déposer ce qu'on appelle les états de synthèse chez l'État. Et parmi ces états de synthèse, il y a ce qu'on appelle l'état de synthèse de situation. Et l'état de synthèse de situation, ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement un bilan. Alors, on note. Le bilan, c'est un état de synthèse de situation. C'est un état de synthèse de situation. Le bilan, c'est un état de synthèse de situation financière et patrimoniale de l'entreprise. Le bilan est un état de synthèse. Le bilan est un état de synthèse de la situation patrimoniale et financière de l'entreprise dans une période donnée. Dans une période donnée. Donc, dans une période donnée. Dans une période donnée. Alors, quel est normalement le bilan? Se compose des éléments provisoires.
Le bilan se compose des éléments provisoires. Et qui dit normalement élément provisoire, il dit évidemment la situation. Parce que une situation, elle est provisoire. Une situation n'est pas définitive. Le bilan se compose des éléments provisoires, à savoir emploi provisoire, et qui dit emploi provisoire, dit tout simplement actif. Emploi provisoire, c'est un actif. Un emploi provisoire, c'est un actif. Et bien sûr, on a déjà expliqué la notion d'actif. Puis, on a des emplois, on a des ressources provisoires. Et les ressources provisoires, c'est ce qu'on appelle des passifs. Donc, le bilan, c'est un état de synthèse qui se compose de quoi? Se compose tout simplement des actifs et passifs. Le bilan se compose des actifs et passifs. Donc, le bilan est un document, est un état de synthèse de situation, ça veut dire qu'il regroupe les éléments provisoires, à savoir les emplois provisoires, bien sûr, dans la rubrique actif, et les ressources provisoires dans la rubrique passif. Donc, je reprends. Le bilan est un état de synthèse de situation. Donc, normalement, à partir du bilan, voilà, le comptable ou bien l'entreprise peut savoir sa situation, la situation des actifs et la situation des passifs. Ça veut dire, à partir du bilan, on peut déterminer l'ensemble des avoirs de l'entreprise, c'est-à-dire ce que possède l'entreprise, et l'ensemble des dettes de l'entreprise, bien évidemment, c'est ce qu'on appelle un passif. Donc, on reprend. Le bilan est un état de situation. Ça, c'est la première définition qu'on peut donner à notre bilan. Le bilan reflète la situation de l'entreprise dans une période donnée. Le bilan est un état de synthèse de situation. Et qui dit situation? À partir du bilan, on peut déterminer deux situations. La situation patrimoniale et la situation financière. Donc, en général, pour donner une définition exacte au bilan, obligatoirement, on est obligé de mettre en valeur la notion de situation. Donc, le bilan est un état de synthèse de situation, et bien évidemment, deux situations. La situation patrimoniale et la situation financière dans l'entreprise dans une période donnée. Le bilan se compose des éléments provisoires, à savoir emploi provisoire, c'est des actifs, et des ressources provisoires, à savoir bien sûr le passif. Alors bien sûr, je vous invite à prendre votre plan comptable. Alors comme vous le savez, la comptabilité marocaine, c'est une comptabilité normalisée. La comptabilité marocaine, c'est une comptabilité normalisée. Donc bien sûr, même le bilan est normalisé. Ça veut dire qu'il y a un modèle de bilan que les entreprises doivent déposer, bien sûr, chez l'État. Alors je vous invite à prendre la page 46 et 47. Je vous invite à prendre la page 46 et 47. Alors, on passe rapidement à la page 46 et 47. Alors, normalement, au niveau de la page 46 et 47, vous avez le bilan selon le modèle normal. Et la dernière fois, on a distingué entre le bilan selon le modèle simplifié et le bilan selon le modèle normal. Et le modèle normal concerne les grandes entreprises. Le modèle normal concerne les grandes entreprises. Par contre, le modèle simplifié concerne vraiment les petites, sinon les très petites entreprises, bien sûr, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions de dirhams. Alors, rapidement, on passe à la page 46. Dans la page 46, vous avez les actifs. Dans la page 47, vous avez les passifs. Alors, bien sûr, je commence par l'actif. On a dit quoi? Un actif, c'est tout simplement l'ensemble des avoirs de l'entreprise. Un actif, c'est l'ensemble des avoirs de l'entreprise, que possède l'entreprise. Exemple, les terrains, les bâtiments, les constructions, le mobilier de bureau, transport, avoir en banque, avoir en caisse. C'est ce qu'on appelle les actifs, ce que possède l'entreprise. Puis, au niveau de la page 47, vous avez les passifs. Et les passifs, normalement, se composent des dettes, se composent des capitaux propres et se composent également des crédits de trésorerie. Alors, bien sûr, on commence par les éléments d'actifs qu'on a dans la page 46. Alors, au niveau de la page 46, je vais essayer d'expliquer brièvement les éléments de bilan qu'on a dans la page 46. Alors, bien sûr, je commence, là, on a dit quoi? Que l'actif se compose de quoi? Un actif se compose de quoi? Actif. Alors, un actif, par définition, c'est quoi? Tout simplement, ensemble des avoirs de l'entreprise. Voir la page 46 du comptable. Alors, actif se compose de trois éléments. On a trois niveaux dans l'actif.
sont déjà expliqués. Le premier niveau, c'est actif immobilisé. Actif immobilisé. On a dit quoi sur l'actif immobilisé? C'est un actif qui reste en plus d'un an dans l'entreprise. Regroupe l'ensemble des avoirs qui reste plus d'un an dans l'entreprise. Donc c'est un actif de plus d'un an. Puis vous avez l'actif circulant hors trésorerie. L'actif circulant hors trésorerie, c'est moins d'un an. Et puis vous avez la trésorerie active. C'est l'argent disponible. Donc je reprends. Un actif, c'est l'ensemble des avoirs dans l'entreprise. Voir la page 46 du plan comptable. Puis, l'actif se compose de quoi? Actif immobilisé. Actif immobilisé, c'est tout simplement l'ensemble des éléments qui restent en plus d'un an dans l'entreprise. Qui restent plus d'un an. Par exemple, les ordinateurs, c'est des composants de l'actif immobilisé. Les terrains, les constructions, les bâtiments, par exemple les outillages, ça c'est ce qu'on appelle actifs immobilisés. Donc un logiciel par exemple de production. Donc les éléments d'actifs immobilisés, ce sont des actifs qui restent en plus d'un an dans l'entreprise. Alors bien sûr, je vais commencer par les éléments de l'actif immobilisé. Toujours, c'est la première partie de la page 46. Donc la page 46 se compose de la première partie actif immobilisé, la deuxième partie actif circulant hors trésorerie, et la dernière partie, bien sûr, de la page 46, c'est la trésorerie active. Je commence par l'actif immobilisé. Bien sûr, je vous invite à prendre votre plan comptable. Alors, bien sûr, au niveau de la page 46, on a l'actif immobilisé. L'actif immobilisé se compose de quoi? Généralement de plusieurs rubriques, à savoir, la première rubrique, c'est immobilisation en non-valeur. Les immobilisations en non-valeur, normalement, ce n'est pas vraiment un actif réel. C'est un actif fictif. Mais pour des raisons fiscales, l'État a donné le droit aux entreprises d'immobiliser, d'utiliser les frais comme vraiment un actif. C'est pour des raisons fiscales. Ce n'est pas pour des raisons, en fait, économiques, mais c'est pour des raisons fiscales. Alors, l'actif, les immobilisations en non-valeur se composent de trois éléments, trois postes, à savoir, premièrement, les frais préliminaires. C'est quoi les frais préliminaires? Par exemple, lorsqu'on cherche par exemple à démarrer notre entreprise, automatiquement on doit dépenser beaucoup d'argent. Alors cet argent dépensé, ça c'est ce qu'on appelle tout simplement les frais préliminaires. À savoir les frais de constitution, on doit verser de l'argent au comptable par exemple, on doit verser de l'argent, bien sûr, les frais de publicité, etc. etc. Donc l'argent versé pour démarrer l'activité dans l'entreprise, ça c'est ce qu'on appelle les frais préliminaires. C'est ce qu'on appelle des frais préliminaires. Et les frais préliminaires sont considérés comme la première composante des immobilisations en non-valeur. La deuxième partie des immobilisations en non-valeur, c'est vraiment les charges à répartir sur plusieurs exercices. Par exemple, en cas d'acquisition d'un terrain, l'entreprise vient d'acheter un terrain. Normalement, voilà, en cas d'acquisition de ce terrain, on est obligé de verser une somme d'argent à notre notaire. Donc, notaire, normalement, on va bénéficier d'une petite somme d'argent. Alors, cette somme d'argent est considérée comme quoi? Comme les frais d'acquisition des immobilisations. Et qui des frais d'acquisition des immobilisations, automatiquement, les frais d'acquisition des immobilisations font partie de quoi? Des charges à répartir sur plusieurs exercices. Puis, la troisième composante, c'est tout simplement les primes de remboursement des emprunts obligataires ou bien les primes de remboursement des obligations. Les primes de remboursement des obligations, bien sûr, en cas d'émission des obligations. La dernière fois, on a parlé de la notion des obligations. Donc, les obligations sont considérées comme des titres de créance. Donc, en cas d'émission des obligations par l'entreprise, automatiquement, elle va verser une somme d'argent, voilà comme ce qu'on appelle les frais d'émission. Alors, les frais d'émission de ces obligations sont considérés comme des immobilisations en non-valeur. Et je reprends, les immobilisations en non-valeur ne sont pas vraiment considérés comme un actif réel, mais en fait, c'est un actif fictif qui représente vraiment un actif qu'on peut bien sûr vendre ou bien qu'on peut céder un jour, etc. Donc, les immobilisations en non-valeur sont considérés tout simplement comme un actif fictif. Puis on passe aux éléments d'actifs, en fait, les actifs qui ont une grande valeur, ou bien en général, qui ont une valeur. Et on commence par les immobilisations incorporelles. Donc la première partie, c'est les immobilisations en non-valeur, se composent des frais préliminaires, charges à répartir sur plusieurs exercices, prêts de remboursement. Et la deuxième partie des immobilisations, ça, ce qu'on appelle
bien sûr, les immobilisations incorporelles. C'est quoi incorporel? Donc, incorporel, c'est tout simplement, des immobilisations intouchables. Ça veut dire des immobilisations qui ont une valeur, mais on ne peut pas les toucher. Par exemple, on ne peut pas toucher la réputation de l'entreprise. On ne peut pas, par exemple, toucher un logiciel. Donc, normalement, pour l'image de l'entreprise, là, on parle de ce qu'on appelle le fonds commercial. Donc, l'image de l'entreprise, la réputation de l'entreprise, là, on parle de ce qu'on appelle, bien sûr, on parle de ce qu'on appelle le fonds commercial. Donc, le fonds commercial regroupe l'image, l'achalandage, la réputation de l'entreprise. Donc, ça, sont considérés comme des éléments normalement intouchables qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas vraiment. Ce sont des immobilisations non palpables. Donc, je reprends. Donc, les immobilisations incorporelles, ce sont des immobilisations qui ont une valeur, mais on ne peut pas les toucher. Et généralement, les valeurs se composent. Tout d'abord, des immobilisations en recherche et développement. Les immobilisations en recherche et développement. Les immobilisations en recherche et développement, c'est quoi? C'est l'ensemble, normalement, c'est l'ensemble des dépenses consacrées à la recherche et développement. Je m'explique. Par exemple, on cherche à développer, par exemple, une application téléphonique. Pour développer une application téléphonique, l'entreprise est obligée, par exemple, de bien rémunérer ce qu'on appelle les ingénieurs de recherche afin de développer une application téléphonique. Alors, l'argent dépensé pour, bien sûr, le développement de cette application téléphonique sont considérés comme quoi? Comme des immobilisations en recherche et développement. Donc, les immobilisations en recherche et développement, c'est l'argent consacré à la recherche, bien sûr, à la recherche scientifique, mais dans le cadre, bien sûr, d'innovation, etc. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle le brevet et marque. Alors, c'est quoi un brevet et marque? Brevet et marque, c'est tout simplement, c'est toute opération d'acquisition des droits d'utilisation d'une marque. Par exemple, si on cherche à utiliser le Windows, par exemple, le XP ou bien n'importe quel Windows, on a besoin normalement de payer ce qu'on appelle les frais de licence, les frais d'utilisation d'une marque. C'est par exemple, on compte créer par exemple le McDo ici à Casa. Normalement, on doit avoir les droits d'utilisation de la marque McDo, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les brevets et marques. C'est les droits d'utilisation d'une marque, c'est les droits d'utilisation, par exemple, d'un logiciel, etc. Puis, vous avez le fonds commercial. Alors, on a dit que le fonds commercial se compose des éléments incorporels, à savoir l'image de l'entreprise, la réputation de l'entreprise, les achalandages, la position de l'entreprise, les frais d'expérience de l'entreprise, la maturité de l'entreprise. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le fonds commercial. Donc, le fonds commercial regroupe les éléments vraiment incorporels qui ont une valeur. Et actuellement, le fonds commercial le plus élevé dans le monde, c'est généralement le fonds commercial, par exemple, de Google, le fonds commercial de Microsoft, le fonds commercial de Apple. Vraiment, ce sont des entreprises qui ont vraiment une grande maturité, même au niveau international. Donc, cette maturité, c'est de l'argent pour l'entreprise. Donc, l'image et la réputation de l'entreprise, c'est de l'argent. Puis, vous avez autre immobilisation incorporelle. Donc, autre immobilisation incorporelle, généralement, c'est on a une immobilisation non classée ni dans les immobilisations en recherche et développement, ni dans les brevets et marques, ni dans le fonds commercial. Donc, automatiquement, il est considéré comme autre immobilisation incorporelle. Puis, on passe à la troisième catégorie. Donc, je reprends. La première catégorie, c'est des immobilisations en non-valeur. Puis, la deuxième catégorie, c'est des immobilisations incorporelles. Puis, la troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle tout simplement les immobilisations corporelles. Corporelles, ça veut dire, ce sont des immobilisations qui ont un corps, qui sont vraiment touchables, palpables, on peut les toucher. Par exemple, les tables, les chaises, etc., les voitures, comme ça, c'est ce qu'on appelle des immobilisations corporelles. Alors, les immobilisations corporelles se composent tout d'abord des terrains. On commence par les terrains. On a plusieurs types de terrains. Les terrains bâtis, par exemple, les terrains de gisement, c'est les terrains où on a normalement des métaux précieux. Puis, se compose également des constructions. C'est tous les éléments bâtis, ça veut dire que c'est tous les éléments construits. C'est ce qu'on appelle les constructions. Par exemple, des bâtiments, un local, un garage, c'est ce qu'on appelle des constructions. Puis également les installations techniques, matérielles et outillages, à savoir par exemple les machines de production, les outillages de production. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle installation technique, matériel et outillage.
puis le matériel de transport. Le matériel de transport, c'est le matériel roulant, les voitures, les camions, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle le matériel de transport. Et puis, voilà, le mobilier de bureau, c'est tous les éléments qui se trouvent normalement dans le bureau, à savoir des ordinateurs, à savoir, par exemple, des imprimantes, à savoir, par exemple, un scanner, à savoir, par exemple, des mobiliers de bureau, des armoires. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le mobilier et matériel de bureau et aménagement divers. Puis, vous avez autre immobilisation incorporelle, normalement autre immobilisation corporelle, et généralement consacrée, aux éléments, normalement aux animaux. Par exemple, si on vous dit les chiens de garde, c'est autre immobilisation corporelle, les animaux pour les entreprises normalement agricoles, par exemple, les vaches sont considérées comme autre immobilisation, voilà, corporelle. Puis on passe à la quatrième catégorie d'immobilisation, à savoir les immobilisations financières. Et les immobilisations financières se composent tout d'abord de prêts, ce qu'on appelle les prêts immobilisés. Les prêts immobilisés, c'est tout simplement l'argent versé, par exemple, au personnel. C'est par exemple un salarié qui va avoir à acheter, par exemple, une maison, donc automatiquement, il a besoin d'un emprunt bancaire. Au lieu de taper la porte de la banque, automatiquement, il a le droit de taper ce qu'on appelle la porte de l'entreprise et automatiquement, il peut bénéficier de ce qu'on appelle un prêt, prêt immobilisé. Puis, vous avez, autres créances financières. Les autres créances financières, généralement, se regroupent ce qu'on appelle les obligations. Mais les obligations durables, je reprends, regroupe les obligations durables et également regroupe les garanties versées. Généralement, regroupe les garanties versées sous forme de ce qu'on appelle les dépôts et cautionnements versés. Volonté, devant autres créances financières, généralement regroupe les obligations durables, et également regroupe les garanties vraiment versées. Puis, vous avez les titres de participation. Et les titres de participation, tout simplement, c'est des prises de participation dans d'autres entreprises. Et on a déjà donné l'exemple de la société, par exemple Orange, qui vient par exemple d'acquérir une part au niveau du capital de Minitel. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les titres de participation. Donc, en cas d'acquisition des actions qui dépassent 20% de capital, automatiquement, c'est ce qu'on appelle les titres de participation. Puis, vous avez autres titres financiers. Bien sûr, les autres titres financiers regroupent les actions, mais des actions normalement durables. Les actions durables, ça veut dire les actions en moins, les actions durables, c'est des actions en plus d'un an, mais normalement sans avoir une influence sur la prise de décision de l'entreprise. Puis, vous avez les écarts de conversion actifs. Les écarts de conversion actifs, normalement, c'est des opérations en relation avec l'étranger, les transactions en devises. Puis, vous avez les amortissements et les provisions, c'est-à-dire les éléments de 28 et les éléments de 29. Les amortissements et les provisions sont considérés tout simplement comme des comptes soustractifs. Alors, ça, c'est ce qu'on a généralement au niveau de l'actif immobilisé. Je reprends. L'actif immobilisé sont des actifs qui restent en plus d'un an dans l'entreprise. Les actifs immobilisés sont considérés comme des actifs qui restent en plus d'un an dans l'entreprise. L'actif immobilisé se compose de quoi? Tout d'abord, des immobilisations en non-valeur, puis des immobilisations incorporelles, puis des immobilisations corporelles, des immobilisations financières et finalement les écarts de conversion actifs. Donc ça, c'est ce qu'on a au niveau de l'actif immobilisé. Donc, après avoir expliqué les composantes principales, bien sûr, de l'actif immobilisé, on passe maintenant à l'explication des composantes principales de l'actif circulant hors trésorerie. Donc, l'actif circulant hors trésorerie se compose de quoi? Donc, déjà, l'actif circulant, c'est l'ensemble des avoirs qui restent en moins d'un an. Actif immobilisé, tous les éléments qui restent en plus d'un an. Et l'actif circulant, donc c'est un actif de court terme, donc c'est l'ensemble des avoirs qui restent au moins d'un an dans l'entreprise. Et généralement, se compose des stocks,
C'est quoi les stocks? C'est tout simplement les biens non utilisés. Exemple, stock de marchandises, stock de matières premières, matières fourniture, stock de produits finis. Donc les stocks, c'est des éléments conservés, non utilisés. C'est ce qu'on appelle un stock. Donc l'actif circulant se compose de stocks. Généralement, la durée de stock, c'est moins d'un an. Parce que le stock, l'objectif de stock normalement, c'est à utiliser en moins d'un an. Lorsqu'il s'agit d'un stock de produits finis, l'objectif, c'est bien sûr de vendre ce stock. Lorsqu'il s'agit d'un stock de matières premières, l'objectif, c'est l'utilisation de ce stock. Puis, vous avez les créances de l'actif circulant. Les créances de l'actif circulant, ce sont des créances de court terme. Ce sont des créances de court terme. Des créances de moins d'un an. Des créances de moins d'un an. Et qui dit créances de moins d'un an, ça veut dire que c'est l'argent dans l'entreprise chez les autres, mais en moins d'un an. C'est l'argent à récupérer en moins d'un an. L'argent à récupérer en moins d'un an. Exemple, créance client. Vous avez client et compte rattaché. C'est quoi que voilà, client et compte rattaché? C'est l'argent dans l'entreprise chez le client. Bien sûr, l'argent dans l'entreprise chez le client, c'est à récupérer au maximum dans 3 mois. Puis, vous avez fournisseur, débiteur, avance et attente. Donc, fournisseur, débiteur, avance et attente, c'est l'argent dans l'entreprise chez le fournisseur. Mais en cas d'avance, donc en cas de versement d'une avance par l'entreprise, bien sûr, à son fournisseur, cette avance est classée dans ce qu'on appelle fournisseur, débiteur, avance et attente. Puis, vous avez bien sûr créance de l'État, vous avez personnel, vous avez l'État, vous avez associé. Personnel, c'est l'argent de l'entreprise chez le personnel. L'État, c'est l'argent de l'entreprise chez l'État. Associé, c'est l'argent de l'entreprise chez les associés. Donc, actif, c'est l'argent dans l'entreprise. Créances de l'actif circulant, ce sont des créances de court terme, de moins d'un an. Puis, vous avez les titres et valeurs de placement. Les titres et valeurs de placement, c'est vraiment des actions et des obligations de moins d'un an. Je reprends. Des actions et des obligations de moins d'un an. Actions et obligations de plus d'un an, c'est au niveau de l'actif immobilisé. Actions et obligations en moins d'un an, c'est au niveau des titres et valeurs de placement. Les titres et valeurs de placement. Ça, c'est ce qu'on a au niveau de l'actif, bien sûr, circulant hors trésorerie. Puis finalement, on passe à la dernière partie de l'actif, à savoir la trésorerie active. On passe à la dernière partie de l'actif, ce qu'on appelle la trésorerie active. Et la trésorerie active se compose généralement de 3 éléments, à savoir chèques et valeurs à encaisser. Donc les chèques et valeurs à encaisser, c'est l'argent chez l'entreprise, mais sous forme des chèques. Par exemple, lorsque l'entreprise a reçu par exemple des chèques, ça on les appelle les chèques et valeurs à encaisser. Lorsque l'entreprise dépose un chèque par exemple à la banque, c'est ce qu'on appelle les chèques à l'encaissement. Donc, c'est ce qu'on appelle les chèques et valeurs à encaisser. Puis, vous avez banque, trésorerie générale et chèques postaux. Banque, trésorerie générale et chèques postaux, c'est l'argent de l'entreprise déposé soit à la banque, soit à la trésorerie générale, soit à la poste. Donc, c'est l'argent de l'entreprise déposé soit à la banque, soit à la trésorerie générale, soit à la poste. Et finalement, bien sûr, vous avez caisse, régie d'avance et accréditif. Caisse, régie d'avance et accréditif, c'est tout simplement l'argent de l'entreprise dans le coffre-fort. C'est l'argent dans l'entreprise dans le coffre-fort. Alors rapidement, on va essayer de faire une application pour bien maîtriser le classement des postes des éléments d'actifs. On note. Vous notez en parallèle. On note. Et bien sûr, vous êtes obligé de respecter le modèle de la page 46 et la page 47. La comptabilité marocaine, c'est une comptabilité normalisée. Donc, normalement, chaque bilan doit respecter obligatoirement le modèle qu'on a dans la page 46 et la page 47. Et également, le plan comptable est autorisé le jour d'examen. Donc, bien sûr, vous êtes obligé de bien respecter les éléments qu'on a dans le plan comptable. Alors, on note. Soit les actifs dans l'entreprise aérienne. Soit les actifs dans l'entreprise aérienne. Alors, on note. Camion. Camion, par exemple, 10 000 dirhams. Camion, 10 000 dirhams.
Camion, 10 000. Ordinateur, 20 000. Ordinateur, 20 000 dirhams. Dans le camion, c'est 100 000. Camion, 100 000 dirhams. Ordinateur, 20 000 dirhams. Créance client. Créance client. 40 000 dirhams. Avant en banque. « 45 000 dirhams. Avant en caisse. 60 000 dirhams. Avant en caisse, donc 60 000. Logiciel, 10 000. Action durable, 40 000. Action non durable, 20 000. Donc je reprends, camion 100 000, ordinateur 20 000, créance client 40 000, avant en banque 45 000, avant en caisse 60 000, logiciel bien sûr 10 000, avoir action durable 40 000, action non durable 20 000. Travail à faire, travail à faire, travail à faire. Déterminer le poste pour chaque élément d'actif. 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 Comme vous le savez très bien, normalement, le bilan est fait par poste. Le bilan est fait par poste. Alors, donc, je commence par camion. Bien sûr, avant de déterminer le poste, vous devez déterminer normalement la rubrique adéquate de l'actif. Donc, voilà. Les trois sont des éléments d'actif. Bien sûr, tout d'abord, vous devez déterminer la classe. Est-ce que c'est des éléments de l'actif immobilisé, ou bien des éléments de l'actif circulant, ou bien de la trésorerie active. Après avoir, bien sûr, déterminé la classe, vous devez déterminer la rubrique. Parce que les éléments d'actifs immobilisés se composent d'immobilisation non valeur, immobilisation incorporelle, immobilisation corporelle et immobilisation financière. La même chose pour l'actif circulant trésorerie et la même chose pour la trésorerie active. Alors, je commence par le camion. Donc, la question à poser, bien sûr, est-ce que le camion reste en plus d'un an ou bien en moins d'un an? C'est ça le raisonnement. Est-ce que le camion reste en plus d'un an dans l'entreprise, ou bien en moins d'un an, ou bien immédiatement? Donc, camion, c'est un outil bien sûr de production. Le camion reste en plus d'un an. Donc, le camion reste en plus d'un an. Parce que c'est un élément qui reste en plus d'un an, automatiquement, c'est l'actif immobilisé, AI. Donc, c'est l'actif immobilisé. Est-ce que le camion est une immobilisation non valeur, ou bien une immobilisation incorporelle, ou bien une immobilisation corporelle? Bien sûr, le camion ne peut pas être une immobilisation financière. Donc, bien sûr, on a dit quoi? Les immeubles non valeurs, ce sont des immobiliers, c'est des actifs fictifs qui n'ont aucune valeur. Le camion a une valeur. Donc, maintenant, on reste à vérifier, est-ce que c'est une immobilisation incorporelle ou immobilisation corporelle? Donc, on va vérifier quoi? Si le camion est touchable, c'est corporel. Si le camion n'est pas touchable, c'est incorporel. Donc, le camion est touchable, donc c'est une immobilisation corporelle. Donc, automatiquement, au niveau des éléments, des immobilisations corporelles, on va vérifier exactement le poste. Et le poste, c'est tout simplement matériel de transport. Donc, devant le camion, vous mentionnez matériel de transport.
Matériel de transport. Donc, le camion, c'est un matériel de transport. Et vous, ce qui est important, l'étudiant doit être capable de classer tous les éléments d'actifs dans le poste adéquat. Et ça, c'est la difficulté normalement en comptabilité. Vous devez être capable de classer chaque élément d'actif dans le poste adéquat. Donc, ce n'est pas seulement la capacité de distinguer entre l'actif et le passif, c'est pas ça. Vous devez distinguer entre actif et passif, ça, normalement, c'est un élément qui est simple. Mais ce qui est important, c'est que vous devez déterminer le poste adéquat. Ce qui est important, c'est le poste. Donc, le poste de camion, c'est matériel de transport. Puis, ordinateur. Ordinateur, également, c'est un actif. C'est un actif qui reste en plus d'un an dans l'entreprise. Donc, automatiquement, c'est de l'actif immobilisé, c'est AI. Exactement le poste. Construction, non. Terrain, non. Installation technique, matériel outillage, non. Matériel de transport, non. Donc, normalement, les ordinateurs, on a généralement les ordinateurs au niveau de bureau. Donc, c'est mobilier et matériel de bureau et aménagement divers. Donc, mobilier et matériel de bureau et aménagement divers. Ça, c'est en abréviation. Donc, bien sûr, vous pouvez voir votre plan comptable. Donc, c'est mobilier, matériel de bureau et aménagement divers. Donc, le mobilier et matériel de bureau et aménagement divers. Puis, on passe. Créance client. Créance client. C'est l'argent de l'entreprise chez le client. L'argent de l'entreprise chez le client, c'est généralement au moins d'un an. Généralement, c'est en moins d'un an. Donc, c'est un actif de moins d'un an. Et qui dit actif de moins d'un an, c'est l'actif circulant hors trésorerie. Et quel compte exactement? C'est le compte exactement, c'est le compte client et compte rattaché. Le compte client et compte rattaché. Donc, client, c'est moins d'un an, client et compte rattaché. Client et compte rattaché. Client et compte rattaché. Donc, le poste, je reprends, le poste de camion, c'est le matériel de transport. L'ordinateur, c'est mobilier et matériel de bureau. Créance client, c'est client et compte rattaché. Maintenant, avoir en banque. Les avoirs en banque, c'est l'argent disponible. Avoir en banque, avoir en caisse, c'est l'argent disponible. Et qui dit argent disponible, l'argent sera disponible, généralement étant disponible au niveau de la trésorerie active. Donc, argent disponible, c'est au niveau de la trésorerie active. Et qui dit normalement avoir en banque 45 000, c'est au niveau bien sûr de la trésorerie active. Ce n'est pas des chèques et valeurs à encaisser, mais c'est de l'argent en banque. Donc, c'est banque, trésorerie générale et chèque postal. Donc, la banque, c'est banque, trésorerie générale et chèque postal. Banque, trésorerie générale et chèque postal. Puis, avoir en caisse. On a les avoirs en caisse. Donc, les avoirs en caisse, c'est l'argent disponible en caisse. Avoir en caisse, c'est l'argent disponible en caisse. Donc, automatiquement, parce qu'il s'agit de l'argent disponible en caisse, c'est au niveau de la trésorerie active. Et qui dit trésorerie active, vous avez le compte caisse rigide d'avance et accréditif. Caisse rigide d'avance et accréditif. Caisse rigide d'avance et accréditif. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle avoir en caisse. Et finalement, en fait, vous avez le logiciel. Le logiciel. Alors, l'entreprise, bien sûr, garde le logiciel pour plus d'un an. Le logiciel, c'est un élément qui reste en plus d'un an dans l'entreprise. Donc, automatiquement, le logiciel a une valeur. Mais est-ce qu'on peut toucher le logiciel? Bien évidemment, non, parce que normalement, un logiciel est utilisé bien sûr, grâce à sa licence. Donc, on ne peut pas toucher la licence, par exemple, d'un logiciel. Donc, automatiquement, le logiciel est une immobilisation qui a une valeur. Donc, ce n'est pas une immobilisation qui a une valeur, donc ce n'est pas normalement une immobilisation non valeur. Donc, il peut être soit une immobilisation corporelle, soit une immobilisation, bien sûr, corporelle. Parce qu'on ne peut pas toucher le logiciel, donc automatiquement, c'est une immobilisation incorporelle. Et exactement, c'est brevet et marque, droit et valeur similaires. Donc, le logiciel, c'est brevet et marque, droit et valeurs similaires. Le logiciel, c'est brevet et marque, droit et valeurs similaires. Donc, je reprends. Camion, c'est le matériel de transport parce que vous devez utiliser normalement
les mêmes postes que vous avez dans la page 46 et 47. Donc, le camion, c'est le matériel de transport. L'ordinateur, c'est mobilier, matériel de bureau et aménagement divers. Créance et liant, c'est client et compte rattachés. Avant en banque, c'est banque, trésorerie générale, chèques postaux. Avant en caisse, c'est caisse, rigide d'avance et accréditif. Donc, les intitulés, vous avez tous les intitulés au niveau de la page 46. Puis, vous avez le logiciel, c'est 10 000, c'est brevet et marque, droit et valeur similaires. Puis, voilà, les éléments restants, c'est action durable et action non durable. Donc, action durable et action non durable. Action durable. Action durable. Action durable d'une valeur de 40 000 et action non durable. Action non durable d'un montant de 20 000. Donc, action durable, tout simplement, ce n'est pas une mobilisation non valeur, parce qu'une action a une valeur. Ce n'est pas une mobilisation incorporelle. Donc, ce n'est pas une mobilisation corporelle, mais c'est une mobilisation financière. Mais quel compte exactement? C'est le compte autre créance financière. Le compte autre créance financière. Autre créance financière. Le compte autre créance financière. Autre créance financière. Donc, autre créance financière. Donc, action durable, c'est l'actif immobilisé, c'est autre créance financière. Autre créance financière. Et finalement, action non durable. Donc, l'action non durable, c'est tout simplement, c'est un actif de moins d'un an, exactement, titre et valeur de placement. Titre et valeur de placement. Parce que normalement, j'ai déjà mentionné que les actions durables et les obligations non durables se trouvent au niveau des titres et valeurs de placement. Donc, vous utilisez TVP, vous pouvez bien sûr mentionner titre et valeur de placement. Titre et valeur de placement. Titre et valeur de placement. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a en ce qui concerne les éléments d'actifs. Ça, c'est ce qu'on a en ce qui concerne les éléments d'actifs. Alors rapidement, on passe aux éléments de passif. Alors, c'est quoi un passif? Éléments de passif. Les éléments de passif. Éléments de passif. Les éléments maintenant de passif. Les éléments de passif, voir la page 47 du plan comptable. Les éléments de passif. Les éléments d'actif, c'est la page 46. Les éléments de passif, c'est la page 47. Alors, normalement, au niveau de la page 47, vous avez les éléments de passif. Alors, la même logique que l'actif. On a trois types de passifs. On a les passifs de plus d'un an. On a le passif de moins d'un an. Et on a les passifs immédiatement. Passifs immédiatement. Alors, les passifs de moins d'un an. On a des quoi? Les passifs, c'est l'ensemble des dettes. Le passif, c'est l'ensemble des dettes. C'est quoi une dette? C'est l'argent des autres. L'argent des autres chez l'entreprise. L'argent des autres chez l'entreprise. Contrairement à l'actif. L'actif, c'est l'argent de l'entreprise chez les autres. Donc, parce qu'il s'agit d'une dette, en fait, il s'agit d'une dette, l'entreprise doit rembourser ses dettes, doit les rendre. Donc, normalement, on distingue trois niveaux de remboursement. Soit le remboursement en plus d'un an, soit le remboursement en moins d'un an, soit le remboursement immédiatement. Le remboursement en plus d'un an, c'est ce qu'on appelle le financement permanent. Financement permanent. C'est la classe 1. Le financement permanent. C'est la classe 1. Donc, le financement permanent, c'est la classe 1. Alors, le financement permanent, c'est les éléments de passif à rembourser en plus d'un an.
Financement permanent, c'est les passifs à rembourser en plus d'un an. Commençons par la première composante et la composante principale, bien sûr, de financement permanent, à savoir les capitaux propres. Les capitaux propres, c'est l'argent des actionnaires. Je reprends. Les capitaux propres, on note, c'est l'argent des actionnaires. Les capitaux propres, c'est l'argent des actionnaires. C'est l'argent des actionnaires chez l'entreprise. Les capitaux propres, c'est l'argent des actionnaires chez l'entreprise. Et les capitaux propres se composent tout d'abord de ce qu'on appelle le capital social. Le capital social, c'est l'ensemble des apports des actionnaires ou bien des associés. Donc, le capital social, c'est l'ensemble des apports des associés ou des actionnaires. Donc, normalement, le capital social, il peut être soit capital social ou capital personnel. Capital social, lorsque les fondateurs de l'entreprise dépassent normalement un, ça veut dire lorsqu'on a plusieurs, en fait, à partir de deux fondateurs ou deux actionnaires, ça normalement on parle de ce qu'on appelle capital social. Lorsqu'on a un seul fondateur, là on parle de ce qu'on appelle le capital personnel. C'est pour ces raisons, dans le plan comptable, vous avez capital social ou personnel. Donc capital social ou personnel. Ça concerne les entreprises privées. Donc le capital normalement social ou personnel, ça concerne les entreprises privées. Puis, sur le capital social, vous avez ce qu'on appelle le fonds de dotation. Le fonds de dotation. Alors, le fonds de dotation, ça concerne normalement les entreprises, publiques. Donc, le fonds de dotation, ça concerne les entreprises publiques. Puis, vous avez normalement les réserves. C'est quoi les réserves? C'est une partie de résultat gardée à l'entreprise, ou bien conservée pour l'entreprise. C'est ce qu'on appelle les réserves. Il y a des réserves légales et il y a autres réserves, ou bien ce qu'on appelle des réserves facultatives. Sinon, autres réserves. Vous avez des réserves légales et vous avez autres réserves. Les réserves légales, normalement, c'est des réserves dont l'entreprise il est obligée de les garder, généralement d'un pourcentage de 5%. À ne pas dépasser les 10% bien sûr de capital. C'est ce qu'on appelle les réserves légales. Et les réserves, c'est une partie d'argent normalement des actionnaires ou bien des associés chez l'entreprise. Donc c'est pour ces raisons, on a les réserves dans la partie passive. Puis vous avez les primes d'émission, fusion, etc. également sont considérés comme des éléments de passif. Puis on passe aux autres éléments, vous avez le résultat. Le résultat réalisé par l'entreprise est également considéré comme tout simplement l'argent des actionnaires. C'est pour ces raisons qu'on a le résultat dans la partie passif. Parce que l'objectif des actionnaires, pourquoi les actionnaires ont pensé initialement de créer leur propre entreprise, dont l'objectif principal, c'est de réaliser des bénéfices. Et lorsque l'entreprise réalise des bénéfices, automatiquement, les managers de l'entreprise sont obligés de verser l'argent, bien sûr, aux fondateurs. Donc, c'est là, le résultat, c'est l'argent des actionnaires chez l'entreprise. C'est pour ces raisons, le résultat est classé dans les éléments de passif. Donc, tous les fonds, si vous voulez, ou bien tout l'argent, bien sûr, des actionnaires, est classé dans ce qu'on appelle les capitaux propres. Les capitaux propres, ça veut dire c'est les capitaux propres des actionnaires, c'est les capitaux propres des associés, c'est les capitaux propres des fondateurs de la société. Donc, les capitaux propres se composent de capital social tout d'abord, puis se composent des primes d'émission fusion, puis se composent également des réserves légales et autres réserves, et également se composent de résultats. Puis on passe à ce qu'on appelle les capitaux propres assimilés. Les capitaux propres assimilés, c'est tout simplement les subventions d'investissement. C'est les subventions accordées bien sûr par l'État aux entreprises afin d'encourager l'investissement. J'ai déjà expliqué ça normalement au niveau de plan comptable, au niveau de classement des éléments d'actifs et passifs. Donc, les subventions d'investissement sont considérées comme tout simplement ce qu'on appelle les capitaux propres assimilés. Donc, c'est l'argent accordé par l'État aux entreprises dans le cadre d'encouragement de l'investissement. Puis, finalement, vous avez ce qu'on appelle autres dettes de financement. Les autres dettes de financement, c'est les capitaux normalement étrangers pour l'entreprise. Ça, normalement, pour lancer un projet, l'entreprise a besoin d'argent. En cas de besoin d'argent, elle va normalement passer la porte de la banque pour bénéficier d'un emprunt qui dépasse un an. Lorsque l'emprunt dépasse un an, c'est autre dette de financement. C'est autre dette de financement. Lorsque l'emprunt est moins d'un an, c'est normalement au niveau de la trésorerie passive. Je reprends. Pour normalement toutes les opérations en relation, bien sûr, entre l'entreprise
Voilà. Et la banque, lorsque le montant, la durée de l'emprunt dépasse 1 an, c'est au niveau de autre dette de financement. Et lorsque la durée de l'emprunt est moins d'1 an, c'est au niveau de la trésorerie passive. Et au niveau de la trésorerie passive, vous avez normalement plusieurs comptes, à savoir crédit de trésorerie. Vous avez le crédit de trésorerie. Puis on passe à la deuxième composante, ça veut dire la deuxième composante de passif, c'est normalement les éléments au moins d'1 an. Et là, on parle de passif circulant hors trésorerie. Passif circulant hors trésorerie. Et le passif circulant hors trésorerie, c'est tout simplement l'argent des autres chez l'entreprise, mais en moins d'1 an. Donc, c'est l'argent que l'entreprise doit rembourser en moins d'1 an. Et généralement, se compose des dettes fournisseurs, et vous avez le compte fournisseur et compte rattaché. Fournisseur et compte rattaché, c'est l'argent de fournisseur chez l'entreprise. Donc, c'est vraiment contrairement aux créances. Créances, c'est des actifs, et les dettes, c'est des éléments de passifs. Donc, vous avez le compte, voilà, fournisseur et compte rattaché. Puis, vous avez client, créditeur, avance et acompte. Client, créditeur, avance et acompte, c'est en cas de réception. C'est en cas de réception d'une avance. En cas de réception d'une avance, bien sûr, par l'entreprise, de la part de client. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, voilà, client, créditeur, avance et acompte. Donc, c'est l'argent du client chez l'entreprise. Donc, automatiquement, il est considéré comme un passif. Puis, vous avez l'état personnel, soit l'état créditeur, soit personnel créditeur, etc., soit associé créditeur. Normalement, ça, c'est l'argent de l'État chez l'entreprise, l'argent de l'État chez le personnel, l'argent de personnel chez l'entreprise, etc., etc. Donc, le passif, c'est l'argent des autres chez l'entreprise. Donc, lorsqu'on a au niveau du passif personnel, c'est l'argent normalement de personnel chez l'entreprise. Vous avez l'État, c'est l'argent de l'État chez l'entreprise. Vous avez associé, c'est l'argent des associés chez l'entreprise. Contrairement aux éléments qu'on a dans l'actif. L'actif, c'est l'argent de l'entreprise et le passif, c'est l'argent des autres. Donc, ça, c'est ce qu'on a généralement au niveau de passif circulant hors trésorerie. Puis, finalement, vous avez, voilà, les éléments de trésorerie passive. Les éléments de trésorerie passive. Et les éléments de la trésorerie passive se composent généralement de 3 éléments, à savoir crédit discount. Le crédit discount, normalement, lorsque l'entreprise a besoin d'argent, elle peut, voilà, utiliser ce qu'on appelle un effet de commerce, elle peut encaisser un effet de commerce avant l'échéance. Et ça, c'est ce qu'on appelle un crédit discount. Donc, c'est normalement, c'est l'argent de la banque chez l'entreprise, mais dans moins d'1 an. D'accord? Ça veut dire presque immédiatement. Puis, vous avez crédit de trésorerie. Crédit de trésorerie, généralement, c'est ce qu'on appelle les découverts. Un découvert bancaire, ou bien tout simplement les facilités de caisse. Je m'explique. Par exemple, l'entreprise a besoin aujourd'hui de 1 million de dirhams. Et normalement, après par exemple 1 mois, l'entreprise sera capable de rembourser le 1 million de dirhams. Donc, automatiquement, elle peut demander à la banque de recevoir aujourd'hui le 1 million de dirhams pour rembourser ce montant, par exemple, dans 1 mois, ou bien dans 3 mois, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle les facilités de caisse, ou bien c'est ce qu'on appelle un découvert bancaire. Un découvert bancaire, c'est ce qu'on appelle généralement les crédits de trésorerie. Puis, vous avez finalement banque solde créditeur. Banque solde créditeur, dont on parle normalement, vous avez au niveau de l'actif banque solde débiteur, et au niveau de passif banque solde créditeur. Donc, lorsque normalement l'entreprise a un solde, ce qu'on appelle un solde créditeur au niveau un solde débiteur au niveau de la banque. Mais bien sûr, dans le sens bancaire. C'est pas dans le sens de l'entreprise. Par exemple, je m'explique. L'entreprise, par exemple, dans son compte débiteur, a seulement 1000 dirhams. Donc, l'entreprise, dans son compte débiteur actif, a seulement 1000 dirhams. Et par exemple, un fournisseur va encaisser son chèque. Un fournisseur va encaisser son chèque. Et normalement, la valeur du chèque, c'est 1500 dirhams. Ça, c'est la valeur du chèque. C'est-à-dire, l'entreprise va rembourser par chèque bancaire un fournisseur. Alors, dans le compte de l'entreprise débiteur, elle a seulement 1000 dirhams. Donc, normalement, l'entreprise, pour qu'elle puisse rembourser son fournisseur, elle a besoin de 500. Donc, automatiquement, ces 500 va l'avoir de la part de la banque.
Et ici, c'est ce qu'on appelle normalement banque, solde, créditeur. C'est ce qu'on appelle banque, solde, créditeur. Et banque, solde, créditeur, c'est l'argent normalement de très 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 court terme que normalement l'entreprise a utilisé, mais bien sûr qui va rembourser presque immédiatement dans 12 jours, dans 3 jours, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle banque, solde, créditeur. Donc voilà, ça ce qu'on a généralement, en général, c'est ce qu'on a au niveau de la présentation de bilan, au niveau de la page 46 et 47. Donc normalement, ça c'est une explication d'une manière vraiment, d'une manière très courte, d'une manière vraiment un petit peu, soi-disant, rapide. Donc dans tous les cas, je vous invite à lire de plus en plus le fonctionnement du plan comptable, la dernière partie envoyée bien sûr via Classroom, pour comprendre le fonctionnement de tous les comptes d'actifs et tous les comptes de passifs. Alors maintenant, on va faire une application générale voilà, pour notre bilan et on passe rapidement à autre chose. Alors on passe à une application générale. Application générale. Ou bien, avant de passer à l'application générale, je vais essayer d'expliquer quelques notions. Alors, lorsqu'on parle de bilan, on distingue deux types de bilan. Il y a ce qu'on appelle le bilan initial ou le bilan de démarrage, et il y a ce qu'on appelle un bilan final, ou bien le bilan de clôture. Donc, on a deux types de bilan. Le bilan initial au démarrage et le bilan final, ou bien le bilan de clôture. D'accord? Je commence par le bilan initial. Alors, c'est quoi le bilan initial? C'est quoi un bilan initial? C'est tout simplement le bilan de démarrage de l'activité de l'entreprise. C'est tout simplement le bilan de démarrage de l'activité de l'entreprise. Par exemple, Ali pense par exemple lancer son projet. D'accord? Elle a besoin, par exemple, d'un matériel de transport de 50 000 dirhams, un matériel outillage, par exemple, de 60 000 dirhams, et une somme d'argent en banque, c'est-à-dire avoir en banque de 10 000 dirhams. D'accord? Automatiquement, pour faire le financement des actifs, elle va faire quoi? Ali a seulement un capital de 100 000 dirhams. Ali a un capital de 100 000 dirhams. Donc je reprends. Donc Ali pense lancer un projet. Elle a besoin d'un matériel de transport d'une valeur de 50 000, un matériel d'outillage d'une valeur de 60 000, et avoir en banque, voilà, pour qu'il puisse, pour ce qu'on appelle le fonds de roulement, donc avoir en banque de 10 000 dirhams, il y a un capital de 100 000 dirhams. D'accord? Est-ce que, par exemple, Ali est capable de lancer son activité? Donc, elle a un total d'actifs de combien? Actifs, c'est OVA l'argent. Donc, 60, il y a 50 000 plus 60 000 plus 10 000. Donc, ça fait 120 000. Et seulement, ça c'est emploi provisoire. Et comme ressource provisoire, il y a seulement un capital de 100 000. Donc, Ali, normalement, va faire quoi? Va emprunter la différence. Donc, 120 000, c'est le total des actifs. Et 100 000, c'est le capital. Donc, pour qu'il puisse réaliser son activité, il va emprunter, bien sûr, 20 000. Et 20 000, c'est l'emprunt. Et on vous demande de présenter le bilan d'ouverture. On vous demande de présenter le bilan d'ouverture. Donc ça, on va essayer de présenter le bilan d'ouverture. Alors, pour présenter le bilan d'ouverture, supposons qu'on a ce genre d'informations, matériel de transport 50 000, matériel d'outillage 60 000, avoir en banque 10 000, capital 100 000 et emprunt 20 000. La première étape, normalement, l'étudiant doit être capable de distinguer entre
les actifs et les passifs. Alors, vous avez matériel de transport, c'est un actif. Matériel d'outillage, actif également. Avoir en banque, c'est actif. Capital social, c'est l'argent des actionnaires, donc c'est passif. Emprunt bancaire, c'est de passif. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, vous devez calculer le total d'actifs et le total de passifs. Le total actif, normalement, c'est ça, plus ça, plus ça, donc ça va donner automatiquement 120 000. Et le total de passifs, également, c'est 120 000. Donc, on a de l'équilibre. Donc, automatiquement, c'est un bilan de départ. C'est un bilan de démarrage pour activité. Donc, on va faire quoi? Après avoir, bien sûr, vérifié l'équilibre entre les éléments d'actifs et les éléments de passifs, on va faire quoi? On va présenter le bilan. Alors, voilà notre bilan. Bilan de départ. Donc, normalement, on a dit quoi? Le bilan se compose des actifs, montant, passif et montant. Donc, ça c'est le bilan, actif, montant, passif, montant. Alors, au niveau de l'actif, l'actif se compose de quoi? Tout d'abord, actif immobilisé, le financement permanent, c'est ici, puis actif circulant hors trésorerie, passif circulant hors trésorerie. Alors, puis trésorerie actif, trésorerie passif, et finalement le total. Total et total. Alors, donc, matériel de transport. La première des choses, on va déterminer le poste de matériel de transport. On va respecter bien sûr l'ordre qu'on a dans le plan comptable. Matériel de transport, c'est le poste matériel de transport. Puis, matériel d'outillage, quel poste? Voir toujours la page 46. Matériel d'outillage, quel poste? C'est le poste installation technique, matériel et outillage. Donc, on va bien sûr mentionner les postes. Ça, c'est matériel de transport. Matériel d'outillage, installation technique, matériel d'outillage. Enfin, en banque, c'est banque, trésorerie générale, chèques postaux. Voilà, page 46. Capital social, c'est le passif. Quel poste exactement? C'est le poste capital social personnel. Et finalement, emprunt, quel poste? C'est entre dette de financement. Dette de financement. C'est entre dette de financement. Alors, actif. On va commencer par, bien sûr, par le classement. Les éléments d'actifs sont classés par liquidité. Je commence par l'installation technique, matériel et outillage. Les installations techniques, matériel et outillage, d'une valeur de 60 000. Donc 60 000. Puis, matériel de transport. Le matériel de transport, d'une valeur de 50 000. Donc ça, ce qu'on a au niveau de l'actif. Donc ça, ce qu'on a seulement comme poste au niveau de l'actif. Donc plus on va faire la somme, 60 000 plus 50 000, donc ça fait un total de 110 000. Ça fait un total de 110 000. Puis on passe, on va vérifier est-ce qu'on a un élément de l'actif circulant hors trésorerie. Bien évidemment, on n'a aucun élément. Puis je passe rapidement à la trésorerie active. Au niveau de la trésorerie active, on a banque, trésorerie générale et chèques postaux. Banque, trésorerie générale et chèques postaux. Donc, banque, trésorerie générale et chèques postaux, une valeur de combien? De 10 000. Donc, le total est de 10 000. Puis, on va faire le total général. Le total général, c'est 110 000 plus 10 000. 110 000 plus 10 000. Donc, ça fait un total de 120 000. Un total de 120 000. Donc, automatiquement, une remarque, après avoir déterminé le total d'actifs, automatiquement, vous devez le reproduire dans le passif. Remarque, après avoir déterminé le total d'actifs, automatiquement, vous devez reproduire le même total au niveau de passif. Donc, le total de passif, obligatoirement, c'est 120 000. Et on commence, financement permanent.
On a le capital social personnel, capital social personnel. Donc, capital social au personnel, c'est 100 000. Voilà, 100 000. Puis, emprunt, c'est entre dette du financement. Entre dettes de financement. Les autres dettes de financement, c'est 20 000. Donc, au final, la somme, c'est combien? Donc, c'est 100 000 plus 20 000. Donc, 100 000 plus 20 000, ça fait 120 000. On n'a pas de passif circulant et on n'a pas de la trésorerie active. Passif pardon. Donc, ça, c'est vraiment l'exemple d'un petit bilan. Ça, c'est l'exemple d'un petit bilan. Ce qui est important, donc bien sûr, on va faire plusieurs exercices dans ce sens. Ce qui est important, c'est que l'étudiant doit être capable, premièrement, de distinguer entre actif et passif, et l'étudiant doit être capable de déterminer le poste adéquat. Donc, si on vous demande le jour d'examen de présenter le bilan, vous devez le présenter à cette manière. Vous devez mentionner la classe seulement et le poste. Vous n'êtes pas obligé de mentionner la rubrique. Donc, c'est seulement pour faciliter la tâche. Mais normalement, si on cherche vraiment à présenter le bilan d'une manière correcte, vous devez obligatoirement respecter la page 46 et 47. Donc ça, c'est l'exemple d'un bilan. Mais c'est un bilan de départ, et c'est un bilan d'ouverture, et c'est un bilan de démarrage. D'accord? Alors, on passe à un autre type de bilan, en autre application, pour faire plusieurs types de bilans. On va faire des applications. Application, et on note en parallèle. L'entreprise Karim, vous communique les informations suivantes. L'entreprise Karim vous communique les informations suivantes. L'entreprise Karim vous communique les informations suivantes. L'entreprise Karim vous communique les informations suivantes. Alors, volonté. Logiciel. 50 000. Logiciel, 50 000. Client, 20 000. Client, 20 000. Voiture, 100 000. Terrain, 200 000. Garage, 150 000. Donc, garage, 150 000. Avoir en banque, 50 000. Fournisseur, 120 000. Oui, pardon, 300 000. Fournisseur, 300 000. Capital social, 200 000. Capital social, 200 000. Finalement, découvert. Donc, c'est
découvert 20 000. Ou bien 60 000. Découvert 60 000. Découvert 60 000. Ça va faire. Présenter le bilan. Présenter le bilan. Présenter le bilan initial. 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 Alors, parce qu'il s'agit d'un bilan initial, donc automatiquement, on a l'égalité entre les éléments d'actifs et les éléments de passifs. Donc, pas de différence entre les éléments d'actifs et les éléments de passifs. Donc, bien sûr, la première étape, on va essayer de distinguer entre les éléments d'actifs et les éléments de passifs. Puis, également, en parallèle, on va déterminer le poste de chaque élément. Puis, on va présenter notre bilan. Voilà. Ça, c'est le bilan. Donc, actif, montant, passif et montant. La même logique. L'actif se compose d'un actif immobilisé, financement permanent en bas, la page 46 et 47. Actif circulant hors trésorerie, passif circulant hors trésorerie, trésorerie actif, trésorerie passif, finalement le total. Total et total. Donc ça, normalement, c'est l'exemple de bilan. Alors, je commence par le logiciel. Donc, vous devez mentionner actif ou bien passif, puis vous devez mentionner le poste. Et vous avez le modèle, bien sûr, au niveau de la page 46 et 47. Alors, je commence par le logiciel. Le logiciel, bien sûr, c'est un actif. Donc, l'entreprise a un logiciel, donc c'est actif. Mais quel poste exactement? Quel poste exactement? C'est brevet et marque. C'est l'actif immobilisé, mais exactement brevet et marque. Brevet et marque. Vous êtes obligé, s'il vous plaît, vous êtes obligé d'utiliser les postes que vous avez dans la page 46 et 47. La comptabilité, c'est normalisé. Donc, le bilan est déjà bien fait, bien sûr, est déjà bien fait par l'État, et bien présenté par l'État. Donc, l'entreprise est obligée de respecter le bilan de la page 46 et 47. D'accord? Donc, logiciel, c'est brevet et marque. Donc là, on va mentionner brevet et marque. Brevet et marque. Donc, c'est l'actif immobilisé d'un montant de 50 000 dirhams. C'est brevet et marque. Alors, puis, s'il vous plaît, on est obligé de respecter l'ordre qu'on a dans le plan comptable. Je ne peux pas commencer, par exemple, par le terrain, puis brevet. On est obligé de respecter l'ordre des comptes et des postes qu'on a dans le plan comptable. C'est pour ces raisons que le plan comptable est autorisé le jour d'examen. C'est pour respecter le bilan prescrit par l'État. Donc, brevet et marque, droit et valeur similaire, 50 000. Puis, alors, les éléments, je commence par les éléments d'actifs. Donc, on a logiciel, c'est l'actif immobilisé, c'est brevet et marque. Puis, on a voiture. Voiture, c'est également actif. Ça, c'est les éléments d'actifs. Je commence par les éléments d'actifs immobilisés. Voiture, c'est actif. Mais exactement matériel de transport. Puis, on a terrain également, c'est actif. C'est terrain. Le même poste. Aucun problème. Puis, garage également, c'est un actif. Mais le poste, c'est construction. Ça, c'est ce qu'on a au niveau de l'actif immobilisé. Alors, normalement, on va commencer par terrain. D'accord? On va commencer par terrain. Voilà, terrain. D'une valeur de 100 000. Bien sûr, selon l'ordre qu'on a dans le plan comptable. Donc, ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Je ne peux pas commencer par brevet avant le terrain. D'accord? Je dois commencer par le brevet, puis
le terrain, selon l'ordre qu'on a dans la page 46 et 47. Donc, brevet, terrain. Alors, garage, c'est construction. Garage, c'est construction. Construction, alors de 150 000. Construction. Alors, construction 150. Puis, donc, garage, là, ça c'est déjà utilisé. Ça c'est déjà utilisé. Logiciel déjà utilisé. Puis, on a voiture, 100 000. La voiture, c'est matériel de transport. Matériel de transport. C'est ce qu'on a, que nous actif. Le matériel de transport, voiture, donc c'est 100 000. 100 000. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a au niveau de l'actif immobilisé. Donc, oui, on va faire la somme. 50 000 plus 200 000 plus 150 000 plus 100 000. Je reprends. 50 000 plus 200 000 plus 150 000 plus 100 000. Donc, 50 et 50, ça fait 200. 200 et 200, ça fait 400. Donc, ça fait un total de 500 000. Donc, le total d'actifs, c'est 500 000. Donc, le total d'actifs immobilisés et les deux, 500 000. Puis, on passe si on a d'autres éléments. Donc, maintenant, on commence par les éléments de l'actif circulant. C'est des éléments qui restent au moins d'un an. Donc, on a seulement client. Donc, client, c'est l'actif, c'est un actif. Mais le poste client et compte rattaché. Le poste client et compte rattaché. Donc, je dois mentionner client et compte rattaché. Donc, le montant de client est de 20 000. Donc, voilà, 20 000. Donc, on a un seul poste, donc c'est 20 000. Donc, ça, c'est le total d'actifs circulants. Puis, le dernier actif, c'est avoir en banque. Donc, ça, c'est trésorerie générale et chèques postaux. Voir toujours la page 46. Donc, banque, trésorerie générale et chèques postaux. Banque, trésorerie générale et chèques postaux, donc un montant de 50 000. Donc, 50 000, ça c'est le total de la trésorerie active. Puis, on va faire la somme. Donc, c'est 500 000 plus le total d'actifs immobilisés plus le total de l'actif circulant, c'est 20 000. Donc, 500 000 plus 20 000 plus 50 000. Donc, ça fait 500, le total, 570 000. 570 000. Et automatiquement, on va reproduire le total d'actifs dans le total de passifs. 570 000. Alors, bien sûr, financement permanent, on a le capital social. Financement permanent, vous avez le capital social. Donc, voilà, capital social au personnel. Capital social au personnel d'une valeur de 100 000. Donc, on a une seule composante de financement permanent, donc c'est 200 000. Puis, on a fournisseur et compte rattaché, c'est de passif. Donc, capital social, c'est de passif. Fournisseur, c'est de passif. Également, découvert bancaire, c'est de passif. Donc, fournisseur, 300 000. Le poste, c'est fournisseur et compte rattaché, c'est 300 000. Donc, le total du passif circulant, également, c'est 300 000. Et finalement, vous avez le découvert bancaire. Le découvert bancaire, c'est la trésorerie, bien sûr, passive. C'est la trésorerie passive, exactement crédit de trésorerie. Crédit de trésorerie. Crédit de trésorerie. Exactement d'un montant de 70 000. Donc, ça, normalement, c'est 70 000. Donc, ça fait 200 000 plus 300 000 plus 70 000. Donc, ça fait 560 000. Donc, ça fait 560 000. Et ça, c'est l'exemple d'un bilan, bien sûr, initial, ou bien d'un bilan de départ. Donc, la séance, bien sûr, à venir, on va travailler le bilan de clôture. On va travailler plusieurs exercices le samedi. Voilà, pour bien comprendre la notion de bilan. En bref, le bilan est un état de synthèse de la situation patrimoniale et financière de l'entreprise. Le bilan, bien sûr, doit respecter le modèle qu'on a dans la page 46 et 47, voire le plan comptable, parce que la comptabilité marocaine, c'est une comptabilité normalisée. Et finalement, on distingue deux types de bilan, à savoir le bilan de clôture et le bilan, bien sûr, d'ouverture. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.